Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR, celui du lundi où on débriefe tous les matchs du week-end. Chai, on a deux séries, deux finales de conférence avec le même score, 3-0. 3-0 maintenant pour Dallas qui a battu Minnesota la nuit dernière, 116-117. Troisième victoire de suite. On va d'abord commencer par cette série. Alors on s'était laissé, il y avait 1-0 lors du dernier CQFR, Ouais. ceux de la semaine, pas celui du week-end. Il y avait encore 1-0. On attendait le vendredi soir le match entre le Game 2 entre Dallas et Minnesota. Dallas avait pris ce match sur un game winner de Luka Doncic. Game 3 à 2-0, les Timberwolves avaient obligation d'aller gagner ou presque d'aller gagner à l'extérieur dès le match 3 et ça a encore tourné à l'avantage des Mavericks qui ont su étouffer ou prendre le dessus, appelle ça comme tu veux, sur les Timberwolves dans les 5 dernières minutes. Encore une fois, un grand Luka, un grand Kyrie, 33 points chacun et 3-0 donc pour Dallas. C'est l'histoire de la série, hein, c'est cette gestion des fins de match par Dallas, parce que 3-0, ça pourrait laisser supposer qu'une équipe roule sur l'autre. C'est pas vraiment le cas. À la limite, si les Mavs roulent sur les Wolves, c'est dans le money time, quoi, dans les 5 dernières minutes à chaque fois, avec le panier de Luka qui a crucifié les Wolves sur le Game 2, qui est incroyable. Enfin, c'est le genre de moment fort qui reste après dans une carrière. Et là, même sur le match de cette nuit, c'était encore assez serré et c'est un super run des Mavs avec Kyrie, comme tu le disais, avec Luka. Il leur passe un 14-3, je crois, sur la fin, alors que le match était serré. Il y avait plus 1 pour Minnesota à 5 minutes et quelques, Plus 2 même, plus plus 2. 2. Ouais. Et derrière, voilà, ça a été l'avalanche. T'as un panier à 3 points de PJ Washington, Kyrie qui fait des trucs magnifiques, Luka pareil. Et à contrario, Minnesota n'a pas réussi à répondre, parce qu'il y a eu des périodes dans le match où ça se répondait bien, où Minnesota était dans le coup. Anthony Edwards était agressif. On l'a vu mettre un méchant poster dans le troisième sur Daniel Gafford. Ils étaient dans le coup, mais cette fin de match encore, Terrible ça. poster. Ouais, terrible Incroyable poster, poster. magnifique. Enfin, de toute façon, on sait que maintenant c'est un spécialiste du genre. C'est peut-être le. Est-ce que c'est pas le meilleur dunker en match de la NBA aujourd'hui, Anthony Edwards? Là, ça, c'est un autre débat, on en parlera, mais en tout Et cas, malgré ce coup d'éclat et le fait que c'était encore très serré sur la fin, il y a toujours cette capacité des Mavs à prendre le dessus grâce au talent offensif que les plus optimistes dont tu faisais partie mettaient en avant. Et c'est vrai que c'est même pas. C'est une force de frappe qui est incroyable, parce que quand ils jouent comme ça, ces deux-là, on le redit à chaque CQFR depuis qu'ils enchaînent les victoires là, mais c'est étourdissant en fait. C'est même pas assez au-delà de ce que moi j'attendais. Ils sont vraiment capables de trouver le chemin du panier dans n'importe quelle situation. Ils se relayent. Il y a pas de, ça phagocyte pas le ballon. C'est bien articulé et ça se transforme en des choses comme ça. Et ils mènent 3-0. C'est un boulevard maintenant. C'est plus. Enfin, il y a jamais. On va le redire là aussi à chaque fois, mais il y a jamais une équipe qui a remporté une série de playoffs après avoir été menée 3-0. Il y avait le Boston-Miami de l'année dernière, pardon, qui a fini à 3-3. Mais là, ça semble quand même compromis, et malgré que ce soit quand même une série serrée et les matchs sont toujours intéressants, mais Dallas, voilà. T'avais vu juste, et j'espère que les gens m'ont pas écouté en début de série, quand je disais que ça allait finir à 4-2 pour Minnesota, que la défense allait prendre le pas. J'espère que les gens t'ont plus écouté, ceux en tout cas d'entre vous qui voulaient parier. ce qui est, ce que je trouve intriguant sur ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup, mais c'est compréhensible parce que les Timberwolves ont, comme tu as dit, c'est une série très serrée et les matchs là, ils ont penché 3 fois en faveur de Dallas, mais ça aurait pu être, il pourrait y avoir 2-1, pourrait y avoir, enfin tu vois, c'est vraiment une série serrée. Il pourrait y avoir 2-1 pour Dallas, 2-1 pour Minnesota. Il y a un truc, c'est qu'il y a quand même plein de journaux, plein, même ESPN. J'ai l'impression qu'il y a eu, et c'est pas du tout une critique, Mhm. mais un truc de ah bah ils ont sorti les Nuggets, c'est Ah oui. sûr. Tu vois, on se baigne dans le truc de c'est sûr, c'est eux les meilleurs. Ah ouais, c'est ce que je me suis dit personnellement, hein. Ouais, peut-être parce que je tenais, et les autres qui ont mis Minnesota favori, on a peut-être surestimé Denver, du coup, ça doit être quelque chose comme ça. Et puis il y a aussi, je pense, le make-up de la série. Il y a un truc sur Minnesota, une lacune qui est soulignée depuis le début de la saison. C'est la capacité à créer du jeu dans les moments clés. C'est moi la raison pour laquelle personnellement je pensais vraiment qu'ils allaient avoir du mal contre les Suns et je m'étais aussi planté, tu vois. C'est pas, c'est pas un truc de qui a dit quoi, tu vois, au final. Parce que moi aussi, Mm. je pensais vraiment que Minnesota allait avoir des problèmes en playoff dans les moments chauds quand il fallait créer du jeu sur attaque placée, ce qui est typiquement la définition des playoffs.
leur défense et des exploits d'Anthony Edwards et une très belle circulation de balles par moment. Cette équipe joue quand même mieux que ce que je pensais. J'avais un peu sous-estimé sa capacité à jouer des fois en attaque. Mais il y a effectivement, chez les Timberwolves, un vrai problème à scorer dans le clutch. C'était la 23e ou 25e, je ne sais plus. J'avais déjà donné cette stat, équipe de la Ligue dans le clutch de toute la saison. C'est-à-dire que c'était une des équipes qui a le plus de mal à faire la différence lors des fins de match serrés. Déjà, pendant toute la saison, quand tu joues encore les Charlotte, les Détroit, les Portland, tu vois, tu joues toutes les équipes de la Ligue, c'était déjà un point faible de Minnesota. C'était un truc, c'était sûr qu'à un moment, ça allait leur tomber dessus. Et ben voilà, ça arrive à ce stade contre une équipe qui, à l'inverse, a deux superstar closers. Donc, tu as raison, tu as mis en avant Kyrie et Luka. Moi, je vais aller dans ton sens, mais en parlant des Timberwolves, c'est pas juste que Kyrie et Luka, ils sont extraordinaires. C'est que cette équipe n'arrive pas à créer du jeu, en fait. Elle Mm. n'arrive pas à créer du jeu à un certain stade du match, dans les 5 dernières minutes. Là, depuis le début de la série, c'est vraiment l'histoire de la série. Ils sont à 35% au tir dans les moments clutch. Donc, je rappelle, la définition de moment clutch selon la NBA, c'est les 5 dernières minutes d'un match. Et ça a quand même concerné 14 des 15 minutes possibles, vu qu'il y a eu 3 matchs, 3 fois 5, 15. 14 minutes sur 15 dans cette série ont été avec moins de 5 points d'écart, 5 points d'écart au moins dans les 5 dernières minutes. Donc sur ces 14 minutes, ils ont shooté qu'à 35% au tir, les Timberwolves, depuis le début. 6 turnovers, 20% à 3 points, 2 sur 10. Et évidemment, un net rating dégueulasse, vu que c'est toujours Dallas qui a pris le dessus dans ces moments-là. Il y a un problème. Anthony Edwards, il a été très bon dans le troisième quart-temps. Il n'a pas la balle dans le quatrième. Il ne sait plus quoi faire. Il n'a pas souvent le ballon aussi. Il n'y a que Mike Conley qui joue un peu, mais il y a encore eu des possessions. Justement, pendant le 13-4 passé par Dallas, il y a encore eu des possessions au Minnesota. Il se faisait passer la balle en périphérie sans savoir quoi faire, en fait, sans savoir comment attaquer. Alors oui, il y a une très bonne défense en face, mais il y a aussi un vrai manque de création. Il y a un seul gars qui crée, c'est pas non plus le meilleur playmaker, et il a quand même lâché 9 passes, c'est Anthony Edwards. Il n'y a pas ce truc-là. Doncic et Kyrie, tu peux leur proposer n'importe quelle défense, ils vont trouver une solution. C'est l'axe de travail déjà. Enfin, c'est pas pour enterrer les Wolves, mais forcément à 3-0, c'est compliqué vu l'historique. C'est clairement l'axe de progression et de recrutement sans doute, parce que soit quelqu'un qui soit capable de relayer Conley dans un registre de playmaker, peut-être plus tranchant, un peu plus jeune peut-être aussi, soit quelqu'un, soit un titulaire et Conley passe sixième homme, parce que la base de l'équipe, on décortiquera leur saison et ce qui leur a manqué, mais c'est ultra encourageant ce qu'on a vu et même ce qu'on voit encore être capable d'être dans les matchs à ce niveau-là, alors que à ce stade-là, alors qu'on les attendait peut-être pas forcément aussi haut, mais c'est clairement, tu l'avais mis en avant et plein de gens l'avaient mis en avant sur cette lacune ouais, dans le playmaking en attaque et particulièrement dans le clutch là. Enfin, sur cette série, c'est vraiment c'est criant à part. Ouais, quand Edwards est bien pris, les Mavs évidemment se font une mission de limiter Anthony Edwards quand ça devient chaud, enfin de défendre plus dur sur lui, d'envoyer des prises à deux. Derrière, il y a pas eu la personne qui. Parce que tu as des joueurs, tu as plusieurs joueurs. Là encore sur ce match-là, tu en as 4 qui sont entre 10 et 15 points, je crois. Enfin, là, j'ai pas le box score sous les yeux, mais Ouais, voilà, McDaniels met des points, Nasrid met des points quand il joue. Ça met des points, mais quand les secondes, les minutes s'égrènent, il y a pas effectivement cette personne en dehors d'Anthony Edwards, et même lui là n'a pas pu le faire, qui est capable de prendre les choses en main, de prendre le ballon et d'aller chercher un panier difficile. Ils l'ont pas ce joueur à l'heure actuelle et ça suffit pas contre Dallas. Donc c'est un axe de travail déjà pour l'année prochaine, je pense. Et dans la preview, quand on avait justement abordé ce point, on avait parlé de Kat. Ouais. Je pense qu'on peut parler de Kat. Mhm. Il est en train de passer complètement à côté de sa série. Il n'a pas de chance aussi. Je pense qu'il a un peu de malchance. Mais donc là, sur ce match, il fait 14 points, 11 rebonds. Donc en fait, juste sur le box score, ça va. Alors même si 14 points, c'est pas assez pour 4, c'est quand même censé être la deuxième star de cette équipe. 5 sur 18 au tir. Ça porte son total à 15 sur 54 depuis le début de la série. Il est à Ouais, c'est 27% au tir. 0 sur 8 à 3 points. Il est à pardon, je ne sais plus à combien il est à 3 points sur l'ensemble de la série, mais en gros, il est à 13% à 3 points sur l'ensemble de la série. Je ne me souviens plus en nombre de tentatives. Pour un big man shooter, mais c'est compliqué. Ouais. 3 sur 22. Voilà, je l'ai de nouveau. Il est à 3 sur 22 à 3 Ouais. points depuis le début de la série. Alors, oui, il y a des fois de la malchance. L'ironie, c'est que lui, il dit ça. Je prends 1500 tirs par jour. Ouais, les Donc, rebonds sont pas favorables. Ouais. je dois continuer à shooter. Et c'est vrai, il y a plein de moments où tu te dis, il n'a pas de bol, ça tac-tac sur le cercle et ça ressort.
Mais ce que je trouve intéressant, donc lui il dit qu'il doit continuer à shooter. Bah, j'ai l'impression quand même de voir quand même un mec qui essaye de se convaincre. Tu vois, c'est logique. De se dire, bah voilà, il sait que c'est un bon shooter. C'est vrai, c'est un bon shooter. Donc il se dit, bah je dois continuer à shooter. Son coach a quand même avoué que c'était dur à regarder, de regarder Kat. Dans le match 2, Kat, il n'a pas joué du quatrième quart-temps, il a joué 3 minutes. Ensuite, il a été benché pendant 9 minutes de suite. On parle d'un All-Star. Finale de conférence, il est benché 9 minutes, les 9 dernières minutes du quatrième quart-temps. Son coach ne lui a pas fait confiance. Et donc là, sur ce match, il l'a relancé, il l'a laissé dans le quatrième quart-temps. Quand il y a 4 points d'écart, 1 minute 27 de la fin, il prend un step back à 3 points qui rate. Il reste 17 secondes de possession. C'est un mauvais tir. C'est une mauvaise décision. Il est à 0 sur 7 ce soir-là. Moi, je vois un mec qui cherche à se rassurer, en fait, qui veut absolument en mettre un pour get going. Et je vais te donner la parole là-dessus, juste sur une quote de Kyle Anderson, un truc qui est intéressant et problématique. Kyle Anderson dit: on doit retrouver, je pense que Kat, il doit faire un meilleur job d'être son ancienne version, c'est-à-dire de jouer plus près du cercle. Ça, c'est ce que dit Kyle Anderson. Et c'est ce qu'a fait Kat dans le troisième quart-temps. Le seul quart-temps qui a été à l'avantage de Minnesota, c'est le troisième. Kat, il met 9 points dans ce quart-temps, 9 de ses 14 points en jouant près du cercle. Mais qui est à ses côtés à ce moment-là? C'est évidemment pas Rudy Gobert, c'est Naz Reid. C'est Naz Reid qui étire les lignes à la place de Kat. Et Kat peut jouer près du cercle. Mais comment Kat il va jouer près du cercle quand il est avec Rudy Gobert? Et on revient à cette question qui est un peu injuste parce que les Timberwolves sont allés jusque-là et ils ne sont pas encore éliminés. Il n'y a que 3-0, c'est le premier à 4. Donc ils ne sont pas encore sortis. Minnesota est allé jusque-là, mais il y a de nouveau cette question qui revient sur le tapis. Bah, qu'est-ce qui se passe avec le fit Gobert-Towns? Et pareil, le fit, désolé, pardon, je fais plus long que ce que je pensais. Le fit, il se pose aussi sur la défense parce que Gobert, aujourd'hui, on l'a vu sur la dernière possession du Game 2, les Timberwolves lui font confiance en mode il a été bon, il est bon, il a progressé dans le périmètre. On s'en fiche s'il y a un switch, il va tenir. Et il défend plus. En fait, il défend pas mal. Enfin, vu ses capacités, il défend pas mal en fait sur Doncic. C'est juste qu'il peut rien faire. Et là, dans le match hier soir, pareil, il y a plusieurs moments où les Timberwolves ont décidé de switcher et de laisser Gobert défendre sur Kyrie, sur Luka ou sur Jaden Hardy. Pareil, en fait, il se fait travailler et c'est logique. Donc, il y a un problème défensif, offensif. En fait, il y a pas mal de problèmes du côté de Minnesota et malgré ça, c'est serré, mais il y a quand même pas mal de problèmes. Ouais, malheureusement, c'est très logique que sur cette situation-là, il était en difficulté face à Luka. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui arrivent à gêner Luka sur ce type de situation. S'il est en confiance, il peut prendre son shoot. Alors, sur la durée d'un match, on sait qu'il y a des mecs qui l'embêtent. On sait qu'un Lugensdort l'a bien embêté. Même historiquement, il lui rentre un peu dedans. Ouais, j'ai pas trouvé que Rudy avait mal défendu non plus. Collectivement, tu as raison, on dirait que c'est plus là, on retrouve les problèmes de fit qu'on évoquait l'année dernière et qui avaient un peu disparu cette année, grâce aux résultats collectifs, grâce à l'adaptation des uns et des autres. Et là, sur une série en particulier, ça se voit et ça s'est pas vu contre Denver parce que il y a aussi la fameuse mission défensive que Kat avait sur Jokic dont tu as parlé et que là, il a plus vraiment. Bon, au final, c'est pas illogique, c'est déjà assez incroyable, je pense. Enfin, incroyable. Non, parce qu'après, les fans des Wolves vont dire qu'on dit que c'est un miracle et qu'il devrait pas être là et tout ça, ce que je dis pas du tout. Et je redis que je trouve que cette équipe a été incroyable défensivement. Je les attendais pas à ce niveau-là, ni à ce stade-là. Mais non, non, je trouve que il faut peut-être déjà, même s'ils sont pas encore éliminés, se concentrer sur ce qui a été très bien et essayer de trouver le ressort qui fera que cette équipe sera encore plus forte. Il y a l'expérience collective déjà, on parle de joueurs qui n'avaient jamais été ensemble à ce stade. Anthony Edwards est encore, mine de rien, assez jeune. Il y a voilà, peut-être des petits ajustements à faire, mais on a vu même un 4 plus encourageant que les autres saisons. Rudy qui a été défenseur de l'année. Il y a des trucs à trouver, des joueurs à ajouter peut-être à l'équation qui aideront à fluidifier tout ça. Mais il faut aussi donner le mérite je pense, à Dallas, que, encore une fois, moi, j'avais pas vu aussi fort. Je pense que, quelles que soient les circonstances des matchs là, dans cette série, parce que là, ils perdent quand même Derek Lively, qui est super important pour eux. Il se prend justement, il y a un choc avec Kat et il se fait vraiment mal à la nuque et après, il revient pas. D'ailleurs, il faudra surveiller la situation pour après, mais bon, a priori, il n'est pas en protocole Même commotion. pour le Game 4. Hein. Voilà, même pour le Game 4. Donc, tu vois, ils perdent Lively, ils arrivent à s'en sortir quand même, parce que Gafford fait le double du boulot qu'il fait habituellement. Il met un panier important à la fin aussi, d'ailleurs. Cette équipe, elle est... Bah, t'avais raison, quoi. Elle est tellement forte offensivement et tellement plus
plus dévouée, dédiée à la défense quand ça compte, qu'elle est ultra dangereuse. Et moi, je me projette déjà sur des finales éventuelles contre Boston, mais c'est pareil, ça va être ultra, ultra intéressant et disputé. Il y a plein de ressorts que les Mavs peuvent utiliser pour déranger Boston et vice-versa. Et on fera la preview en temps voulu quand ce sera validé. Mais cette équipe de Dallas, moi, je me suis vraiment bien planté dessus. Alors, en début de saison, peut-être pas parce qu'ils ont dû faire des ajustements pour progresser. Ouais, oui. Ouais, les arrivées de Euh, Gafford et voilà, Washington Gafford et changent PJ tout. Washington. PJ Washington, combien de paniers à 3 points importants il a mis dans les 5 dernières minutes d'un match depuis qu'il est là, et en playoff en particulier, ce qui peut traverser les matchs un peu difficilement de temps en temps, et Mm. pas toujours les bons choix, etc. Mais il fait toujours le job défensivement, et Ouais. il met des paniers, voilà, les paniers à 3 points qu'il met, il a un sang-froid assez incroyable dans le money time, quoi. Et donc depuis qu'il y a eu ces modifications-là, cette équipe elle est phénoménale et on n'a même pas spécifiquement parlé individuellement de Luka et Kyrie sur ce match-là. Pourtant, Kyrie, le quatrième carton, là, les 14 points qu'il met, toute Et sa même de série, de toute suite, façon. il fait un excellent quatrième quart-temps, Kyrie, quoi. Ah ouais, ouais, non, bah, voilà, c'était son surnom en début de carrière, hein. En Mm. début de carrière, c'était Mr. Mr. Fourth Quarter. Avec Cleveland, il était spécialiste des coups de chaud à ce niveau-là. Et il a une. Je sais plus si c'est dans quel CQFR c'était, mais on avait parlé du fait qu'il était ultra apaisé. Tu vois la sérénité qu'il y a sur son visage dans les matchs maintenant. Alors que ce soit dû à la présence de Kyrie, que ce soit dû à une vraie sérénité personnelle où bah là il est plus au cœur des préoccupations médiatiques et tout ça. On parle que de son basket. Il est incroyablement apaisé, il est clutch, déterminant, il fait les bons choix. Je vais reparler encore de son implication défensive. Franchement, enfin, sur les efforts et la qualité de sa défense, c'est pas loin d'être le meilleur défenseur des Mavs depuis le début de la série. J'exagère à peine, hein. Je le trouve très très concerné et très juste dans ce qu'il fait. Voilà, c'est pour reparler de Kyrie. Luka, on peut en parler aussi, hein. C'est que des paniers difficiles, des passes, Lucas, la des défense de angles. Lucas me surprend encore plus que celle que Ouais, Kyrie. J'avais déjà vu Kyrie Irving défendre dans sa mm. vie. Ça m'était déjà arrivé, j'avais rarement vu Lucas défendre, quoi. Ouais, Là, il défend vraiment 5 interceptions la nuit dernière. Il se jette sur les balles et tout. et il parle, il est tellement animé, il parle à Edwards, quand il Elle met est en les paniers mission, en fait. importants, il est en mission, c'est exactement ça. Mais en fait, tu sais, on peut parler. Faut jamais qu'on oublie, même si on parle de collectif, de défense, de tout, que le premier ingrédient d'une équipe qui gagne, c'est pas le seul ingrédient, parce que sinon les Mm. Suns seraient en finale, mais le premier ingrédient, c'est les super talents. Et quand tu as des mecs comme ça qui sont en mission, moi, Kyrie et Luka, ils sont en train de découper la défense des Timberwolves. Chris Finch et ses assistants, ils savent plus quoi faire, en fait. Ils ont Mm. tout tenté. Ils ont fait de la zone hier soir. Ils Ouais. savent plus. Ils blitz. Ils essayent de trapper les pick and roll. Ça marche pas. Alors, ça marche pas. Mais par contre, point important, ils ont besoin de Lively, les Mavericks. Que ce soit même dès le Game 4 ou quoi que ce soit, ils ont vraiment besoin de Lively parce que c'est le seul qui crée un peu de jeu. Gafford, il n'a pas vraiment la qualité de passe. S'il y a prise à deux sur Luka ou Kyrie, Gafford, c'est plus compliqué. Mais bref, ils savent comment attaquer les prises à deux. Ils savent comment attaquer en un contre un. Ils savent comment attaquer. En fait, ils ont trop, tu vois, ce truc de ah bah de toute façon, quoi que t'envoies en fait sur nous, on va trouver une solution. Et là, Edwards, lui, il apprend encore ça. Tu vois, il apprend, il est un peu solo. Conley, il est limité. Je vais avoir un message positif pour les Timberwolves et un message plutôt Mm. pessimiste. Le message positif, c'est je pense que cette série, elle n'est pas terminée. Bien sûr qu'à 3-0, jamais une équipe n'a remonté un 3-0. Et je voyais déjà Dallas avant. Je pense que Dallas va gagner la série. Mm. Mais je pense que là, l'idée de Minnesota, c'est même plus dire est-ce qu'on va gagner la série. C'est juste de prendre match après match. De prendre match par match et de trouver enfin une solution. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas trouvé. Non. Drop, ça marche pas. Blitz, ça marche pas. Zone, ça marche pas. Laisser les mecs dans les coins, ça marche pas. Laisser Gobert au périmètre, ça marche pas. Switch, ça marche pas. Trouver une solution, juste un truc pour forcer un peu Dallas à douter. Même si je pense que Kyrie et Luka, ils douteront pas vraiment. Donc c'est pour ça que je vois Dallas gagner, mais au moins forcer un peu Dallas à douter, se remettre un peu en confiance, relancer la série. La présence de Lively, je pense, est vraiment importante. Ouais. Il n'a pas raté un tir dans cette série. Il a le meilleur plus-minus, à part, il n'y a que Manu Ginobili qui a fait mieux pour un rookie en plus-minus sur les playoffs Il a 20 depuis piges. 97. Il a 20 Il a 20 piges. piges, il est ultra précieux. Si Lively n'est pas là, Minnesota peut déjà prendre le Game 4. Tu as ensuite le Game 5 à domicile. Tu es à 3-2. Tu sais que le Game 6, il y a une énorme pression sur Dallas. Là, quand il y a 3-0, en fait, paradoxalement, tu as moins de pression parce que Mm. tu dis que c'est fini. Donc, ça, c'est le message optimiste pour les Timberwolves. Le message pessimiste,
C'est ce que tu disais par rapport à la construction de l'équipe. Cette équipe, elle est déjà construite en fait. Ouais. Ils n'ont pas de marge. Parce que tu peux pas juste ramener un autre playmaker. Imaginons, je sais pas, même Tyus Jones, ils n'ont pas de quoi le signer. Mais imaginons, tu sais, tu avais Tyus Jones. C'est pas lui qui va régler tes problèmes en playoff. Encore une fois, super talent. Faut que tu aies un mec majeur qui soit là pour créer ton jeu. Tu vois, PG Washington, il est utile parce qu'il y a Luka et Kyrie. S'il n'y a plus Kyrie, PG Washington, il n'est pas suffisant en fait à côté de Luka Doncic, tu vois. Donc tu peux pas ajouter juste un joueur de complément en fait qui va t'aider dans le playmaking. Le playmaking, il va falloir que ça soit qui va créer des différences. C'est même pas playmaking, je vais parler de créer des différences. Où genre je vais battre mon vis-à-vis, tu vois. Je vais battre mon vis-à-vis et je vais forcer la défense à s'ajuster. Exactement ce que font Kyrie et Luka. Il y a que Edwards et normalement théoriquement Towns, mais Towns c'est un intérieur et il a pas ce jeu-là. C'est pas un mec qui va venir qui va le changer ça, tu vois. Et les Wolves, ils sont à 193 millions de masse salariale l'an prochain. Il y a 3 joueurs à plus de 40 millions. 42 millions pour Edwards, 43 millions pour Gobert, 49 millions pour Kat. L'équipe, elle est là. L'équipe de Minnesota, c'est celle-là. Et la progression. Alors oui, ils peuvent changer des joueurs à la marge, mais ils ont un super 8. Kyle Anderson, il est excellent. Nasrid, il est excellent. Nickel Alexander Walker, à la limite, ils peuvent remplacer lui, tu vois, pour un mec peut-être un peu plus fort. Et encore, il a été bon dans son rôle, tu vois. Ouais. L'équipe des Timberwolves, c'est celle-là. Leur marge de progression, c'est est-ce que Edwards, tout seul, il peut se coltiner, faire mieux que Kyrie et Luka, tu vois. En fait, c'est peut-être ça la question, tu vois, c'est de se dire est-ce que Edwards, c'est vraiment le prochain Michael Jordan et Edwards, il va claquer des séries où d'un coup, il va être à 40 points de moyenne sur une série et du coup, même si tu as Luka et Kyrie, il va dire ah bah c'est pas grave parce que moi, je vais mettre 16 points de suite dans le 4e quart-temps, tu vois. Ouais, c'est dur pour les fans des Wolves de se dire bon notre shot pour le titre, c'est si Anthony Edwards devient Michael Jordan, mais je pense que tu as raison, hein, je pense que tu as raison. Faut que tu aies un des 5 meilleurs joueurs du monde en fait. Ouais. Après, Edwards s'en est approché. Edwards s'est approché de ce niveau-là dans les playoffs. Donc déjà, ça, ils peuvent avoir cet optimisme-là. Il est encore très jeune et il progresse à une vitesse incroyable. Il est mieux entouré qu'en tout début de carrière. C'est pour ça que j'essaye d'être optimiste pour cette équipe-là, parce que j'étais pas du tout optimiste quand elle s'est formée. Et au final, on va voir. Je pense qu'ils vont... Là, la logique, ce serait de se dire, tu vas en finale de conférence, et bon, quel que soit le score, tu as montré des choses. Ils n'auront pas pris 4 rousses dans tous les cas. C'est 3 matchs serrés, avec un joueur de génie qui met un game winner sur un des matchs, puis de la difficulté à gérer certains money time, mais ils ne passent pas très loin. Donc, mais par contre, oui, la marge de manœuvre est réduite. Donc ça passe par... alors, ils ont la chance d'avoir un très bon GM qui a de l'expérience. Donc peut-être que là, ça peut se jouer là-dessus aussi, mais bon, de toute façon, cette série n'est pas terminée. J'avoue que moi je pense vraiment qu'elle n'est pas terminée, honnêtement. J'ai déjà eu tendance à... Je me suis un peu déjà projeté vers un Boston-Dallas alors que c'est pas terminé. Il faut bien un jour où il y a bien un jour une équipe qui va remonter un 3-0. De toute façon, c'est comme ça. Ça peut pas rester éternellement comme ça. L'année dernière, c'est vraiment pas passé loin entre Boston et Miami quand même. Donc voilà, on va pas les enterrer, t'as raison, mais bon, voilà, c'est deux finales de conférence à 3-0, ça semble quand même assez entendu, tout ça. Yes. Bon, on va enchaîner sur Boston, mais oui, je pense vraiment que Minnesota, il y a eu 3 matchs très serrés, ça aurait pu pencher en la faveur des Timberwolves sur certaines choses, donc on verra ce que ça donne. Je pense que la pire erreur des Mavs, justement, ça serait de se dire qu'ils sont déjà qualifiés. Ouais. On verra. Pour l'instant, on est effectivement à 3-0. 3-0 aussi pour Boston. Boston qui allait gagner à Indiana. C'est un match serré malgré l'absence de Tyrese Haliburton. Victoire 114-111. Ça s'est passé ce week-end. On a eu un super Jason Tatum, 36 points, 10 rebonds, 8 passes. Et aussi un très bon Jrue Holiday qui, à la fin, a fait la diff. Une action à 3 points et une interception. Clutch. Clutch Holiday qui fait une super série d'ailleurs contre Indiana. Et pareil, Boston... Mais là, pour le coup, j'ai envie d'être beaucoup plus définitif. Mais oui, les Celtics, eux, mais bon, on pouvait déjà le dire avant le début de la série, ils sont plus que jamais proches des finales, en fait. Ouais, après, t'as Haliburton qui est blessé. Mais les Pacers, ils sont à la fois loin, parce qu'ils prennent 3-0, mais ils sont à chaque fois dans les matchs, ils sont quand même assez souvent, ils sont souvent là, quoi. J'ai vu la stat, c'est la première équipe depuis 25 ans en NBA qui perd plusieurs matchs sur une série après avoir mené d'au moins 5 points dans les 2 dernières minutes d'un match, de plusieurs des matchs de la série. Donc eux aussi, ils sont assez proches finalement. Et là, sans Haliburton, alors il y a Andrew Nembhard qui a enfilé le costume d'Haliburton et qui a mis, je sais plus, 31 ou 32 points, plus des 32 passes. points, 9 passes. Enfin, il a fait le match de sa vie, quoi. Les Pacers, eux aussi, ils sont intéressants et ils bousculent Boston, mais ce sera pas suffisant, c'est assez clair. Enfin, je vois pas comment ce serait suffisant.
Et tu parlais du match de Tatum, je crois que sa ligne de stats, là, avec le fait de ne perdre aucun ballon, en termes de production, ça s'est juste jamais vu en playoff NBA, en fait. Je sais plus si tu l'as encore sous les yeux, la ligne de stats, parce que j'avais vu les news Ouais, c'est dessus. 36-18, mais bon, j'imagine que du coup, ça joue à un rebond ou à une Très passe, possible, ou à un panier à 3 points parce qu'il en met 5. Donc forcément, ça exclut tous les mecs qui jouaient avant les années 2000, bien sûr. 2015 et qui ne prenaient pas autant de tirs à 3 points. Ouais. Mais Mais du dans son coup, oui, ça, registre et dans son époque, ça ouais, reste dans son époque, voilà, pour un ça a mec, jamais vu. pour un mec qui a une étiquette assez injuste de gars qui est pas performant en playoff. Parce que je le rappelle qu'avant, alors oui, les Ça, je la finales, comprends pas, alors, les celle-là. finales, les fameuses finales, donc les finales qui perdent, que Boston perd contre les Warriors, oui, Tatum passe à côté par rapport à ses standards. Moi, je me rappelle de sa campagne de playoff avant, elle est exceptionnelle. Il porte l'équipe, il est vraiment excellent. Et donc là, pour un Et je gars sais qui est même censé plus. pas être très fort en playoff, c'est plutôt là, réussir un match de ce calibre-là, 36 points, 10 rebonds, 8 passes, 0 turnover, c'est dans un match serré. Alors oui, c'est Jrue Holiday qui est clutch, et c'est bien aussi que d'autres joueurs soient impliqués, que ce soit pas juste Jalen Brown puis Tatum, mais Tatum est là. Ouais, bah non, mais Tatum est excellent. Franchement, je pense qu'il est vraiment, vraiment excellent. Déjà, c'est plus le même joueur qu'il y a 2 ans, lors des fameuses finales. Et il avait pas, c'est pas qu'il a été mauvais, c'est juste que les Warriors l'ont ciblé complètement, quoi. En mode, bah, c'est lui qu'il faut ralentir, donc on va le forcer à lâcher la balle. Et forcément, il peut pas avoir le même impact au scoring, mais bon. Tatum, en tout cas, ce qui est clair, c'est que sur ces playoffs, sur cette série, sur toutes les séries, il est présent en défense, en attaque. Je le trouve physiquement très, très fort, très, très Ouais. frais. Lui, il va arriver. Euh, pour le coup, il a du soutien autour de lui. Si c'est contre Dallas, il peut, sans être nécessairement un meilleur joueur que Luka, il peut être le joueur qui domine cette série physiquement. Par exemple, je vois pas quel défenseur des Mavs va lui poser problème en fait. Tu vois, Mm. la différence, c'est que bah, Anthony Edwards, il a quand même moins de centimètres que Derrick Jones Jr. PJ Washington, Derrick Jones Jr., c'est des sacrés athlètes, mais Tatum, s'il joue contre eux, physiquement, il est plus fort qu'eux en fait. Ouais. Donc, Tatum, il peut vraiment. Ça peut être son année. Ça peut être son année Ah, à Tatum. là, pareil, on se projette, désolé pour les fans des Pacers et des Wolves, parce qu'on voilà, on se projette un peu à 3-0. Moi, je suis déjà en train d'imaginer voilà, la narration autour de Luka contre Tatum, les deux stars qui ont le même âge à peu près, enfin, si je dis pas de bêtises, 25, 26, les deux ont 25, hein, je crois, ou 26 peut-être Tatum, je sais plus. Ils Mais doivent être dans la même tranche ouais, d'âge. voilà, Ouais. mais voilà, ils sont sur la même timeline, quoi, et deux stars qui n'ont pas encore gagné, mais il y en a une des deux qui va ressortir victorieuse de ça et ça change aussi la narration autour d'elle. Alors c'est un peu différent pour Tatum qui a plus d'années en NBA, plus de finales de conférence, de déception, tout ça, mais je suis déjà en train de me demander ce que ça va impliquer pour chacun des deux joueurs sur la legacy avec Luka. T'imagines si Luka il prend déjà un titre là à 25 ans, avec tout ce qu'on a dit récemment sur le fait qu'il a plus de All NBA First Team que déjà des monstres sacrés à cet âge-là. Enfin, bref, il sera bien temps de faire une preview si et quand cette série se dessine. Mais en tout cas, tu l'avais annoncé. Si ça se goupille comme ça, tu t'avais annoncé Ouais, Boston-Dallas. Voilà. ouais, j'ai plein d'erreurs, hein, je vous rassure. Hein. C'est vraiment pas le but de qui a Non, mais annoncé quoi ou qui a dit quoi. Il y a pas mal de conneries qu'on dit. De toute façon, c'est le propre de cette. De ce truc, c'est que quand tu suis une ligue, des fois mm, tu penses voir des choses et en fait tu te trompes. Ce qui est intéressant peut-être c'est plutôt comment on les explique et qu'est-ce mm, qu'on voit précisément. Euh, Parce que des fois en fait on peut se tromper tout en ayant une vision juste. Tu vois par exemple ce qu'on dit sur les Timberwolves, il y a quand même vraiment quelque chose qui s'est passé avec cette équipe. mm. Et même si elle sortait là, il y a des vrais points forts dans cette équipe. Il y a plein de trucs intéressants à noter. Et on verra ce que ça donne. On verra effectivement pour les finales. Alors, on a fait long, mais je te propose qu'on fasse très très court sur un petit truc Oui. sur LeBron Ah oui. qui deviendrait free agent parce que j'ai une théorie justement. Voilà, Ah, on pourra se marrer sur se tromper, etc. Je me demande si Rich Paul c'est absolument pas une bourde, si c'est juste ah, très tu penses? volontaire, ouais, de l'avoir laissé Ok. filer parce que on est à un mois de la draft, qu'il y Hmm, a une vraie incertitude sur est-ce que Bronny James sera drafté si jamais il laisse son nom. Et il peut y avoir un truc de se dire, bah, si LeBron, il laisse miroiter qu'il est free agent, enfin, il fait comprendre qu'il sera free agent, à une époque où ça n'a cessé de répéter en ligne que il a envie de jouer avec son fils, il va jouer, il ira là où ira son fils, ce que je ne
pense toujours pas que ça soit complètement vrai personnellement, purement personnellement. Après, évidemment, j'ai aucun insight sur la question. Et du coup, je me demande si c'est pas une manière de faire pression en mode ah bah regardez, draftez mon fils, peut-être que je serai libre et que je viendrai dans votre équipe. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc il était sur TNT, Rich Paul. Et donc la question à la base, elle portait sur le coaching, sur la supposée influence de LeBron sur le choix du prochain coach. Il y a les rumeurs de JJ Redick et tout ça. Et Rich Paul a commencé sa réponse en disant ouais, LeBron est free agent, alors que c'est pas le cas. Il a une player option à 51 millions, je crois. Et donc il doit décider de l'activer ou non. Et là, donc du coup, c'est acté pour Rich Paul, qui est son agent quand même. Pour lui, c'est acté, il sera free agent, alors qu'en théorie, c'est pas censé être annoncé maintenant. Mais oui, je pense que c'est. Je sais pas si c'est spécifiquement pour profiter à son fils, mais c'est en tout cas pour laisser. C'est soit pour ça, soit pour Pour pousser mettre les la Lakers pression aux Lakers, ouais. oui, à bouger, comme il l'a fait à chaque fois quasiment. Pour que Pelinka trouve d'autres moyens de renforcer l'équipe. Je sais pas comment ça peut se manifester d'ailleurs, parce que ils n'ont pas non plus une marge de manœuvre gigantesque. Mais oui, alors moi j'ai pensé que c'était une bourde parce que la façon dont il l'avait dit C'est peut-être une bourde, hein. m'avait l'air genre ah mince, c'est vrai qu'on l'a pas encore annoncé officiellement, que c'est pas encore la date et tout, mais bon, de toute façon on s'en doutait un peu, c'était dans les tuyaux quoi. On savait qu'il voulait même si c'était pour rester aux Lakers, il voulait peut-être euh, acter la date à laquelle ça prendrait fin et négocier un truc, un contrat ouais, bien juteux, peut-être la marge qu'il aurait vis-à-vis du choix pour son fils, tout ça. Donc ça, c'est pas un choc que LeBron décline sa player option. Ça, Mm. c'est plutôt que ça sorte là maintenant comme ça, au niveau du timing. T'as raison, un mois pile poil de la draft, Bronny Mais a déjà surtout, des Bronny, workouts programmés. il est à 3 ou 4 jours de devoir confirmer s'il Mm. laisse son nom ou pas, en fait. Il y a Ah, une c'est petite ça, c'est trois pression quatre de jours, ouais. timing, en fait. Il, Parce que s'il laisse son nom et qu'il n'est pas drafté, mm. Ouais, il a déjà. Après, bon, après, il peut être signé sur un training camp et puis après, en bout du bout d'un effectif qui joue pas grand-chose, c'est possible ça. Mais je sais, il a des workouts programmés déjà avec Phoenix. Je crois qu'il y avait Utah. Bon, il aura les Lakers, ça me paraît clair et net. Bon, bah, effectivement, on va suivre ça. Dès qu'il y a un truc autour de LeBron, on essaye d'imaginer toutes les possibilités parce que c'est quelqu'un qui est, et c'est sa grande force aussi, c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard, aussi bien en termes de c'est pour ça communication que je me dis que c'est pas une bourde. que sur le terrain. Et on dit pas ça, c'est pas un reproche. Hein. Les fans de LeBron ne nous dites pas que c'est un reproche. C'est une de ses grandes forces sur la gestion de sa carrière, c'est d'avoir réussi à toujours tout bien tourner pour que ça se passe comme lui l'espérait et l'entendait sportivement et en dehors. Allez, on va se laisser là-dessus. On Ouais. a fait long, mais il y a beaucoup de choses à dire. On a quand même des playoffs passionnants, même si les deux finales de conférence ne sont pas serrées au niveau du Mm. score. Ce soir, il y a donc le match 4 entre Indiana et Boston. Cette série Ouais. va peut-être se terminer. Mardi soir, il y aura le match 4 entre Minnesota et Dallas. Demain matin, on sera là au rendez-vous pour débriefer ça. Cet après-midi, il y aura un podcast avec Shai et Théo. Moi, je ne serai pas là, Yes. mais Shai et Théo seront en podcast, donc ils iront sans doute plus en profondeur sur un des sujets en question. Je ne sais pas lequel est le sujet. Voilà, donc je suis désolé, je ne vous fais pas de teasing, mais ça vaudra sans doute le coup d'œil, ça j'en suis sûr. Et bien écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao. Ciao, ciao.